Alors je vous propose de lire un extrait d'un livre écrit par Matthias Gardel. Matthias Gardel a un PhD, un doctorat dans l'histoire des religions. Il est considéré comme l'un des plus grands spécialistes des mouvements extrémistes en Amérique du Nord. Donc Ku Klux Klan, Nation of Islam, etc. Et Matthias Gardel a écrit un livre sur la Nation of Islam. Et dans ce livre-là, intitulé In the Name of Elijah Muhammad, il parle de la culture hip-hop. Et voilà ce qu'il y dit. Page 295 de son livre In the Name of Elijah Muhammad, Louis Farrakhan and the Nation of Islam. La grande majorité des rappeurs nord-américains les plus populaires adhèrent à la tradition du nationalisme islamisme noir. Quoique quelques-uns supportent l'imam Warituddin Muhammad, comme David Styler, ou adhèrent au 5% Nation of Islam, comme Queen Latifah, Lakim Shabazz, Poor Righteous Teachers et les Brand Nubian. Ils sont aussi influencés par l'enseignement du ministre Louis Farrakhan et la Nation of Islam, comme le sont Public Enemy, Ice Cube, Kem, Professor Griff, MC Ren, Big Daddy Kane, Paris, Mr. C, K-Solo, Skinny Boys, Defiant Giants, etc. Quelques-uns des rappeurs les plus renommés sont d'accord avec Afrika Bambaataa quand il dit dans le son Say It Loud, I'm Black, I'm Proud que Farrakhan est mon maître, mon enseignant et mon guide. Donc pour faire assez simple ici, Matthias Gardel parle des pères fondateurs de la culture hip-hop, des groupes qui ont été les piliers, les premiers de la culture hip-hop. Et ce qu'il explique, c'est que tous ces groupes-là étaient engagés en fait dans différentes voies de pensée, différents mouvements de pensée, et avaient différents gourous, parmi lesquels, citez-moi quelques-uns des gourous qui sont nommés ici. Il est question d'un qui s'appelle l'imam Warituddin Muhammad, ici. Il est question d'une secte ici qui s'appelle la 5% Nation of Islam. Ici, il est question du nationalisme islamisme noir. Et on nous parle ici aussi du ministre Louis Farrakhan. Donc tout ça, ce sont des noms... Qui a déjà entendu ces noms-là? Louis Farrakhan, déjà entendu? Ouais. Imam Warituddin Muhammad, ça dit quelque chose à quelqu'un? Ouais. Les 5% Nation of Islam? 5%ers? Non? Ok. Donc on va essayer de regarder ensemble, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il est question? C'est quoi tous ces mouvements politiques et sectaires? Et ça va nous permettre, dans la deuxième partie, de voir d'où vient concrètement la culture hip-hop et de voir que c'est ni plus ni moins qu'une religion, une façon de penser et d'agir qui a été créée comme la tour de garde des témoins de Jéhovah ou comme l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Alors on commence par faire un abrégé d'Afro-American Studies. On va parler de la franc-maçonnerie afro-américaine si vous voulez bien. Donc on se situe là présentement sur notre petit organigramme. On se situe à ce niveau-là. Donc on va parler ici de la franc-maçonnerie afro-américaine qu'on appelle franc-maçonnerie de Prince Hall. Alors Prince Hall, la franc-maçonnerie afro-américaine s'appelle franc-maçonnerie de Prince Hall en l'honneur du premier grand franc-maçon afro-américain, Prince Hall, dont vous voyez ici une représentation qui est mort en 1807. Prince Hall était un nègre de la Barbade qui a été émancipé et qui s'est retrouvé après aux États-Unis d'Amérique. Il a combattu durant c'était la guerre d'indépendance, je crois, la guerre d'indépendance, parce que la guerre de sécession arrive après, durant la guerre d'indépendance, je crois. Donc il a combattu. Et après avoir, durant en fait le temps où il a servi, il a été initié dans une loge franc-maçonne. Après avoir été initié, il a demandé à pouvoir ouvrir une loge franc-maçonne pour ses autres frères afro-américains. Et donc ils ont ouvert ensemble la première loge afro-américaine. Par la suite, à la mort de Prince Hall, la première loge afro-américaine a été renommée donc franc-maçonnerie de Prince Hall. Donc le 6 mars 1775, Prince Hall et 14 autres hommes de couleur furent initiés aux 3 premiers degrés de la franc-maçonnerie au sein de la Military Lodge numéro 441. Exclus par la Grande Loge provinciale du Massachusetts, ils obtinrent une patente de la Grande Loge d'Angleterre en 1784 sous la dénomination de Loge africaine numéro 459. En 1791, les francs-maçons noirs américains se réunirent à Boston et constituèrent la Grande Loge africaine d'Amérique du Nord. Donc ici, vous avez une photographie de francs-maçons afro-américains. Ici, vous avez d'autres francs-maçons afro-américains en train de défiler. Alors voilà, d'après la Grande Loge Prince Hall du Michigan, voilà quelques-uns des noms des francs-maçons afro-américains qui ont été très connus dans le temps. Alors la plupart des noms que je vais vous donner, ce sont des hommes qui sont déjà morts, puisque de leur vivant, il y a très peu de francs-maçons connus qui reconnaissent leur appartenance à la maçonnerie. Donc la plupart des noms que vous allez voir sont des noms que vous connaissez pour certains, de francs-maçons très connus qui sont décédés. Alors Nat King Cole, qui connaît Nat King Cole?
Ok, franc-maçon. W.E.B. Du Bois. Alors il y en a peut-être très peu qui connaissent W.E.B. Du Bois, mais c'est un personnage d'une importance extraordinaire au niveau de la culture afro-américaine. W.E.B. Du Bois est le premier PhD afro-américain de Harvard et il va avoir un impact énorme sur la pensée afro-américaine. Quand on parle de la pensée noire, W.E.B. Du Bois est l'un des pères fondateurs de la pensée noire en tant que tel. Okay, et c'était un franc-maçon du plus haut degré. Booker T. Washington est aussi franc-maçon du plus haut degré. Vous connaissez certainement Booker T. Washington. Je ne sais pas si, comme moi, j'ai eu la chance jusqu'à 6-7 ans de grandir dans une famille chrétienne. Après, mes parents ont abandonné, mais jusqu'à 6-7 ans, j'étais dans une famille chrétienne. Et j'avais ces livres, ces bandes dessinées là qu'on a à l'église. Je ne sais pas si vous les avez aussi. Il y en a qui sont sur les histoires de la Bible, et puis d'autres qui parlent d'autres histoires qui sont parabibliques. Et il y a l'histoire d'un, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'un jeune homme, un petit garçon afro-américain qui a grandi aux États-Unis au 19e siècle. Et puis étant jeune, il faisait des mélanges avec des herbes et puis des choses comme ça. Je crois qu'il faisait des trucs de médecine. Et puis après, on explique qu'il a construit le premier collège, collège dédié pour les Noirs, en commençant avec une boîte d'œufs que lui avait donnée une dame et tout ça. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Vous n'avez pas lu les mêmes livres que moi? Ouais, c'est dedans. Ça vous dit quelque chose? Ouais, ok. Bon, il est question de Booker T. Washington en fait. Booker T. Washington était franc-maçon du plus haut degré. Et ce qui est très intéressant, toujours dans la pensée thèse-antithèse, c'est que W.E.B. Du Bois et Booker T. Washington étaient des contemporains. Ils ont vécu en même temps. Ils représentaient deux mouvements de pensée totalement opposés en Amérique du Nord dans la communauté protestante afro-américaine. W.E.B. Du Bois prônait une éducation de très haut degré pour les Afro-Américains. Booker T. Washington prônait une éducation plutôt technique, donc axée plus sur l'industrie, de rester en bas de la société afro-américaine. Et les deux étaient sur le plan politique complètement opposés. Donc vous aviez des Afro-Américains qui prenaient le côté de W.E.B. Du Bois, d'autres qui prenaient le côté de Booker T. Washington et puis qui luttaient par rapport à ça. En réalité, les deux côtés perdaient leur temps. L'important, c'est pas de lutter pour ça ou ça, l'important, c'est de lutter pour la cause de Christ. Et c'est toujours dans l'idée de thèse-antithèse, de vous engager dans un combat qui est vain et qui ne sert absolument à rien, en fait. Alors, Alexandre Dumas, que vous connaissez, était franc-maçon de Prince Hall. Duke Ellington, on a aussi Alex Haley, vous connaissez Alex Haley, on va en parler plus tard. Qui a lu ici Racine Kutta-Kitte, ça vous dit quelque chose? Ok. L'auteur de Roots, Racine, Alex Haley était franc-maçon du plus haut degré. On va voir qu'il a eu une importance énorme. Il a beaucoup joué dans l'implantation de l'islam en Amérique du Nord. Benjamin Hooks, on a aussi Jesse Jackson. Jesse Jackson, le premier président, enfin le premier homme à s'être présenté pour la présidence afro-américaine pour le Parti démocrate. On a John Johnson, qui est à l'origine de Ebony et de Jet Magazine. On a aussi Absalom Jones, qui est le premier prêtre noir de l'église épiscopale qui est rempli de francs-maçons. On a Don King, vous vous souvenez de Don King qui a vu le film Mohamed Ali? Le promoteur des combats dans Mohamed Ali, c'est un gars avec une grosse afro, vous vous souvenez? Ok, Don King, franc-maçon du plus haut degré. Léon Mba, le premier président de la République du Gabon. Joseph Jenkins, le premier président de la République du Libéria. Bert Williams et beaucoup d'autres encore. Alors parmi l'un des francs-maçons de Prince Hall les plus connus est certainement Kofi Annan. Ici dans cet article de Saga Magazine écrit par William Shawcross en 2002, on apprend ceci. Annan est né au Ghana en 1938. Sa mère était de la tribu Fanté sur la côte du Cap du Ghana et son père était moitié Fanté, moitié Ashanti. Annan aurait pu devenir chef de l'une ou l'autre des tribus. Dans les derniers jours de l'Empire britannique, son père était en affaires, directeur d'une filiale de Lovers Brothers, désormais c'est Unilever, et un des principaux francs-maçons de son époque. Donc le père de Kofi Annan était un très grand maître maçon, et si Kofi Annan est devenu secrétaire général des Nations Unies, c'est parce que lui aussi était très grand franc-maçon, puisque l'Organisation des Nations Unies est une institution créée par la franc-maçonnerie. D'ailleurs, si vous regardez sur leur logo le nombre de segments que vous avez 32 segments extérieurs et un segment intérieur, ce qui fait en tout 33 parties dans le logo des Nations Unies, de UN. Ici, vous avez Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid, qui donne la poignée de main, la grippe des maçons, à Olivier Tambo, le leader du Parti communiste sud-africain. Ok, alors on va parler maintenant, si vous le voulez bien, après avoir parlé de la franc-maçonnerie de Prince Hall, on va parler du panafricanisme. Qui a déjà entendu parler du panafricanisme? Ouais. Alors le panafricanisme, en fait, pour faire assez simple, c'est un mouvement de pensée. Alors pan, ça signifie tout, c'est une racine qui signifie tout.
donc tout sur l'Afrique. Le panafricanisme, en fait, est un mouvement de pensée qui tend à tout centrer sur l'Afrique, à tout ramener sur l'Afrique et sur les origines africaines. Alors il y a un très bon côté là-dedans, c'est que malheureusement l'histoire, notre histoire, en tant que descendants d'esclaves et descendants d'Africains, non seulement est peu connue, mais en plus de ça a été falsifiée et transformée. Donc il y a très peu d'entre nous issus des communautés afro-caribéennes qui connaissons concrètement nos origines et ce qu'ont fait nos ancêtres. Pour faire assez simple, jusqu'à l'âge de 17-18 ans, je pensais que mes ancêtres en Afrique vivaient dans les arbres. Concrètement, c'était l'imaginaire que j'avais. Okay, jusqu'à l'âge de 17-18 ans. C'est ce que j'imaginais, que mes ancêtres, avant d'être transportés dans la Caraïbe, étaient ni plus ni moins un peu comme des singes, si vous voulez. En réalité, c'est bien différent de ça. Pour ceux qui étudient, qui ont eu la chance de lire des auteurs comme Cheikh Anta Diop, Nation d'agriculture, ou d'autres encore, vous apprendrez, lorsque vous lirez ces livres-là, que les fondateurs, ceux qui ont construit les pyramides d'Égypte, ceux qui ont apporté le savoir aux Grecs et aux Latins, étaient des Africains noirs, plus noirs que ma cousine. Ah, c'est positif. Oh. Donc, pour montrer que nos ancêtres africains n'étaient pas des êtres dénués de savoir, lorsque vous allez sur les bancs de l'école, ce qu'on vous apprend, c'est que la civilisation est née en Grèce, quelque part en Grèce, et on parle, vous avez peut-être déjà entendu l'expression, on parle du miracle grec. Que d'un seul coup, comme ça, en Grèce, quelques siècles avant Jésus-Christ, la civilisation contemporaine aurait pris naissance. C'est totalement faux. En étudiant l'histoire, vous allez vous rendre compte que la grande majorité des grands penseurs grecs et latins sont partis en Égypte, dans les monastères égyptiens, et c'est là-bas qu'ils ont appris les sciences des mathématiques, de la philosophie et de bien d'autres éléments encore. Pensez à Pythagore, pensez à Archimède, pensez à tous les grands noms qui sont cités de la Grèce antique ou les latins. C'est en Égypte qu'ils ont pris les fondements de leur connaissance. Et ce sont des hommes noirs, des hommes égyptiens qui les ont enseignés. Les pharaons étaient des noirs. Quand on voyait à la télévision des pharaons blancs, là, c'est totalement faux. Là. Les pharaons étaient noirs complètement. Hérodote, qui est considéré comme le père de l'histoire, et qui voyage dans cette région-là au VIe siècle avant Jésus-Christ, rapporte que les Égyptiens sont des hommes noirs aux cheveux crépus. Alors, donc, pour conclure sur ce que je disais par rapport au panafricanisme, en fait, ça c'est le bon côté du panafricanisme. Le panafricanisme, en fait, va révéler ce qui a été caché par rapport à notre histoire. Maintenant, le mauvais côté, c'est que voilà ce que vont dire les panafricanistes et Cheikh Anta Diop, le défunt Cheikh Anta Diop en tête. Ce qu'ils vont dire, c'est, puisque les premiers ancêtres étaient des pharaons, dirigeaient le monde, puisque ce sont eux qui ont construit les pyramides, et puisque ce sont eux qui sont à l'origine des civilisations contemporaines, certainement leur mouvement de pensée et leur foi devaient être la bonne. Il nous faut revenir à leurs croyances, il nous faut adorer à nouveau Osiris, Isis, et avoir un culte, une religion qui soit basée sur la leur. Et c'est là l'écueil dans lequel on tombe. Et c'est là l'objectif du panafricanisme. Écoutez, moi, à Montréal, j'ai eu l'occasion de donner ce séminaire à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et à l'UDEM, l'Université de Montréal, qui sont deux des plus grandes universités francophones au monde. Et dans ces deux universités-là, vous avez un grand nombre d'étudiants qui proviennent du Cameroun et d'autres pays de l'Afrique, qui sont complètement baignés, complètement dans un mouvement à l'heure actuelle de pensée suicidaire. Ils adorent des dieux égyptiens, ils se saluent en disant Hotep, complètement sur notre planète, à cause de ces enseignements-là. Alors de quoi est-ce qu'il est question quand on parle du panafricanisme? Alors, les pères fondateurs du panafricanisme sont W.E.B. Du Bois, dont on parlait tout à l'heure, qui est le premier PhD noir de Harvard, et Henry Sylvester Williams. Ces deux hommes-là, en fait, sont donc au fondement de la pensée panafricaine. Ici, dans le système de connaissances indigènes du siècle africain par le professeur Matole Mochega, voilà ce qu'on peut apprendre dans cet article-là d'octobre 2006. Booker T. Washington et ses contemporains tels que W.E.B. Du Bois et Henry Sylvester Williams furent profondément influencés par Prince Hall, le fondateur de la première loge maçonnique africaine. Dans ses études de la franc-maçonnerie, Prince Hall découvrit que les fondateurs des nations occidentales n'étaient pas seulement influencés par la philosophie solaire, le Kara, et la science de l'Éthiopie et de l'Égypte antique, mais aussi que les sciences modernes étaient originaires de l'Éthiopie et de l'Égypte antique.
Ainsi, Prince Hall était convaincu que les Africains pouvaient ressusciter leur ancienne gloire et construire une nouvelle Afrique. Cette inspiration le poussa à construire des loges et des écoles afin d'illuminer et d'éduquer les esclaves libres. Ainsi, l'éthiopianisme devient la philosophie fondamentale de l'association panafricaine qui fut établie par Henry Sylvester Williams en 1900. Donc ce mouvement panafricain a un seul objectif, c'est détourner les nègres fraîchement émancipés. Quand j'utilise le mot nègre, ce n'est pas de manière péjorative. À l'origine, nègre, c'est un mot qui est positif et qui veut dire noir, tout simplement. Ça n'a aucune connotation péjorative. Donc ne soyez pas choqués si j'utilise le mot nègre, ok? Donc, le mouvement panafricain, donc, quand il est créé, a été créé pour sortir les protestants afro-américains fraîchement émancipés de leur église Southern Baptiste, de leur église méthodiste, en tout cas du mouvement protestant, pour les amener à des mouvements de pensée différents et notamment à se centrer sur les religions païennes de l'Antiquité africaine. C'est ce qui est rapporté ici. Alors ici, vous avez l'éminent professeur Cheikh Anta Diop, décédé en 1986, qui a écrit notamment un livre Nation Agriculture qui est excellent, que je vous recommande, en ce que c'est un livre qui est une recherche scientifique sur nos origines, mais attention, ne tombez pas dans l'écueil. Il y a une vérité qui est développée, il y a une vérité qui est présentée. Maintenant, cette vérité-là qui est présentée est utilisée pour vous amener à vous éloigner de Christ. Alors que cette vérité, au contraire, doit vous permettre de vous ancrer davantage dans qui vous êtes et d'où vous venez. Donc, il faut faire attention, et c'est exactement ce que Cheikh Anta Diop essayait de faire, d'éloigner les gens du christianisme et puis aussi de la religion qui est prééminente dans son pays, le Sénégal, à savoir l'islam. Cheikh Anta Diop dit ceci dans Alerte sous les tropiques aux éditions Présence africaine en page 122. Il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale, en provoquant un conseil œcuménique et ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie, d'une liturgie mieux adaptée, la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent, l'approfondissement et la normalisation du dogme sur la base du monothéisme ancestral. Ce faisant, le gouvernement fédéral futur protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger et mettra les Africains à l'abri de toute aliénation culturelle. Ici, le porteur de ce mouvement de pensée-là, vous connaissez Kémy Séba? Ouais, qu'est-ce qui a déjà entendu parler de Kémy Séba, les gens? Ok, Kémy Séba, c'est ici l'ambassadeur de ce mouvement de pensée en France, si vous voulez. Okay. Alors, juste pour vous mettre en garde, ici j'ai écrit Zeitgeist. Qui a déjà vu le film Zeitgeist? Personne? Ok. Zeitgeist, en fait, c'est un film qui est très connu, qui passe sur Internet et qui parle à peu près des mêmes sujets dont je vous entretiens aujourd'hui, à savoir le nouvel ordre mondial. Et dans le film Zeitgeist, il est question de plein de vérités qui sont présentées. Dans Zeitgeist, on vous présente comment le système financier américain est totalement dirigé par les Illuminati. On vous parle encore d'autres éléments. Et quelle est la finalité de Zeitgeist? Zeitgeist, au final, essaie de vous amener à comprendre que le christianisme est une création de ces mêmes entités qui dirigent le monde présentement, et que le christianisme est une fausse religion. Et l'argument qui est utilisé dans Zeitgeist, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher les divinités égyptiennes, grecques ou latines qui ont existé avant Jésus-Christ, donc Horus, Osiris, Attis et d'autres dieux de l'Antiquité, et ils vont chercher les caractéristiques de ces dieux-là. Et quand vous regardez aux caractéristiques de ces dieux-là, c'est la vérité, vous allez constater qu'ils ont des traits de caractère qui sont identiques à ceux de Christ. Vous en allez avoir comme Horus, par exemple, qui ont 12 disciples. Vous allez avoir des dieux comme Osiris, par exemple, qui sont nés le 25 décembre. Même si on sait que Christ n'est pas né un 25 décembre, la grande majorité des chrétiens pensent qu'il est né un 25 décembre. Osiris était né un 25 décembre. Osiris est mort, puis ressuscité. Et si vous allez chez ces divinités-là, vous retrouvez un grand nombre de traits de caractère qui sont identiques à Christ. Et donc, quelle va être la finalité, en fait, de leur enseignement? C'est qu'étant donné qu'avant Jésus-Christ, on avait ces dieux-là, qui avaient déjà ces traits de caractère, ils vont dire que Christ n'est ni plus ni moins qu'une adaptation contemporaine des dieux païens de l'Antiquité. Et c'est un écueil dans lequel il est facile de tomber, dans lequel je suis tombé personnellement. La première fois que Dieu a essayé de me ramener à lui, j'avais 18 ans. J'étais parti vivre pendant 1 an en Guadeloupe. Et j'ai recommencé à lire la Bible et toutes ces choses-là. Et en même temps que je lisais la Bible, j'ai commencé à m'instruire sur mes origines, à lire Cheikh Anta Diop, à lire Gobineau, de l'inégalité des races, à lire pas mal de livres qui avaient attrait aux conflits raciaux et à l'origine, en fait, à mes origines et à ce qu'étaient les cultures africaines ancestrales. Et en même temps que j'ai commencé à faire ces recherches-là, je me suis axé sur l'étude de l'Égypte et j'ai découvert que Osiris, par exemple, avait beaucoup de traits de caractère identiques à Christ. Et ça a complètement sapé ma foi. Parce que je me suis dit, mais
Si avant Christ, ces divinités païennes étaient déjà identiques, en fait, le christianisme, ça n'est qu'une adaptation. Et je me suis rééloigné de Dieu pour encore 4-5 années avant de revenir à lui à 22 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de la même façon que la Bible dit qu'avant le retour de Christ, il y aura des antéchrists, et Jésus nous dit, on vous dira que je suis ici et que je suis là, n'y allez pas. De la même façon qu'avant le retour de Jésus, il y aura des êtres qui paraîtront et qui ressembleront à Christ, des antéchrists. De la même façon, avant la première venue du Messie, il y a 2000 ans, il y a des antéchrists qui sont venus avant lui. Il y a des antéchrists qui sont venus avant lui et qui se sont fait passer pour lui, les dieux païens de l'Antiquité. Et c'est ni plus ni moins que la même logique. Cela ne doit donc pas saper votre foi, mais au contraire la renforcer. Alors, on va maintenant parler du garvéisme, si vous voulez bien. Qui a déjà entendu parler de Marcus Garvey? Ok. Marcus Garvey, là encore, est connu comme un statut de libérateur au niveau de la pensée panafricaine, a le statut d'un homme qui a combattu pour les droits des Afro-Américains, un peu comme Malcolm X et comme d'autres grands noms de la communauté afro-américaine. En réalité, Marcus Garvey était un homme qui luttait pour détruire la communauté protestante afro-américaine. C'était ça son objectif de vie.